Il est 4h15 du matin et je sais déjà que je ne dormirai plus jamais à lumière éteinte, du moins pour cette nuit. Il y a environ 3 semaines, je suis resté chez mes parents dans la maison familiale où j'ai grandi. Je n'y ai jamais vécu quoi que ce soit de bizarre, mais je me souviens que ma mère disait parfois que l'étage avait quelque chose de pas normal. J'ai dormi dans la chambre où j'avais passé des milliers de nuits sans problème quand j'étais enfant. Et puis il s'est passé quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. Cette nuit-là, il y a 3 semaines, je me suis réveillé vers 4h du matin. Ça m'arrive souvent, donc je n'y ai pas prêté attention. Je me suis tourné sur le côté et du coin de l'œil, j'ai vu quelque chose à gauche du lit. Une silhouette sombre avec ce qui ressemblait à un masque à gaz penché vers moi et me fixant. Mais elle n'était pas immobile, elle semblait se balancer légèrement en avant et en arrière. Je n'ai pas paniqué tout de suite, j'ai détourné les yeux, cligné plusieurs fois, puis j'ai regardé à nouveau. Et il était toujours là à me regarder. Là, j'ai paniqué, j'ai allumé la lumière et il a disparu. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là et j'ai passé des heures à essayer de comprendre. Le lendemain, j'en ai parlé à ma mère et à ma copine et elles ont essayé de m'aider à rationaliser. Avançons jusqu'à ce soir, je tape ça à 4h20 après m'être réveillé à 4h15. Exactement la même chose. Je me réveille, je me tourne sur le côté, la chose est là. Il était au même endroit, penché vers moi, me fixant, se balançant légèrement comme la première fois. J'ai voulu allumer la lumière, mais j'ai refait le test de cligner des yeux et détourner le regard. Et oui, il était toujours là, au même endroit. Cette fois, j'ai paniqué immédiatement, mon cœur battait à fond. J'ai allumé la lumière, il avait disparu. J'ai regardé Netflix sur l'ordinateur portable, le combo censé me sauver de cette chose. Je sais que ce n'est pas une terreur nocturne ou un rêve parce que j'étais complètement réveillé et que je bougeais quand je l'ai vu les 2 fois. C'est difficile à décrire, une silhouette sombre, mais je distinguais comme une sorte de masque à gaz, pas beaucoup d'autres détails. Mes grands-parents dorment dans la chambre d'amis ce soir, mais la prochaine fois que je viens, je prends cette chambre sans hésiter. Encore une fois, je suis ouvert à toutes les hypothèses. Que ce soit le fruit de mon imagination ou un phénomène réellement paranormal, je souhaite simplement comprendre. C'est la première fois que je vis une expérience aussi intense. Je jure que je suis un aimant à paranormal depuis ma naissance. Tout a commencé en 2017. L'activité dans la maison avait augmenté cette année-là, donc voir et entendre des choses faisait partie de mon quotidien et je n'y pensais même plus. Une nuit de septembre, je suis allé me coucher tôt parce que je me sentais malade et que j'avais des projets le lendemain. Je ne suis pas quelqu'un qui s'endort instantanément, donc après environ 20 minutes, les yeux fermés, j'ai senti le coin de mon lit s'affaisser. Pour le contexte, mon lit était contre le mur où se trouvait ma porte, donc le bout du lit arrivait juste au cadre de la porte et je dormais tourné vers le mur. J'ai senti l'affaissement se déplacer le long du bord du lit, jusqu'à mon haut du dos, où il s'est arrêté une seconde, puis il est reparti vers la porte. J'étais une ado avec une chambre en bazar, donc j'ai pensé que c'était un de mes parents qui venait récupérer quelque chose que j'avais emprunté et qu'il utilisait le lit pour ne pas trébucher. Je me suis reconcentré sur le sommeil, puis j'ai ressenti le mouvement à nouveau. Toujours convaincu que c'était un parent, je n'ai rien dit, mais à la 3e fois, j'ai réalisé. Je n'avais jamais entendu la porte s'ouvrir. Je me suis immédiatement redressé. J'étais seul dans ma chambre, la porte évidemment fermée. J'étais effrayé, mais j'étais malade, donc je me suis recouché et j'ai essayé d'ignorer le mouvement quand il a recommencé. J'ai fini par m'endormir. Pendant l'année suivante, au moins une fois par semaine, je sentais quelque chose sauter sur le bout de mon lit, marcher un peu, puis s'allonger sur mes jambes. Je pouvais même sentir le battement de cœur de ce que c'était. Au début, ça n'arrivait que quand j'essayais de dormir, mais plus tard, ça marchait même quand j'étais bien réveillé. Ça s'arrêtait seulement si je me tournais pour regarder. Avec ce comportement, plus ma mère qui m'a dit avoir entendu des griffures derrière ma porte à 6h du matin un jour, on a supposé que c'était un chien. Mes chiens d'enfance étaient morts depuis longtemps, donc je ne savais pas lequel ça pouvait être, mais c'est devenu une routine presque nocturne et j'y trouvais du réconfort. Cependant une nuit, je me suis réveillé avec la sensation d'une présence humaine allongée à côté de moi. Tout le côté du lit était affaissé comme si quelqu'un y était. Mon lit est un lit simple, donc on sent absolument tout. 1 an plus tard, on a déménagé, et là, c'est devenu quotidien.
Ce qui était avant quelques pas, puis un sommeil contre moi, s'est transformé en mouvement constant. Certaines nuits, je sens comme quelque chose de la taille d'un chien, ou alors je sens quelque chose de plus grand comme, disons, un humain. Imagine quelqu'un debout au bout de ton lit, posant ses mains de chaque côté de ton corps, puis grimpant sur toi. Ouais, je ne sais pas ce que c'est, mais ok. Ma mère m'a dit d'essayer de filmer une nuit pour voir si le lit bougeait, puisque je suis la seule à vivre ça. Donc, il y a environ 1 an et demi, je regardais YouTube sur mon iPad avant de dormir, et j'ai senti la chose arriver. J'étais sur le ventre. Sans me retourner, j'ai pris mon téléphone, et ça marchait toujours. Dès que j'ai ouvert la caméra, ça s'est arrêté. J'ai attendu, puis quand ça a recommencé, j'ai lancé l'enregistrement. Ça a marché un peu, puis ça s'est arrêté. J'ai regardé la vidéo, mais j'avais trop de couverture, on ne voyait rien. J'allais réessayer, mais ça s'est arrêté pour la nuit. Je n'ai pas dormi pendant 3 jours après ça. Je me réveillais toutes les 45 minutes paniquée, et je veux dire vraiment paniquée, respiration lourde, presque en larmes. J'avais peur de m'endormir. À chaque réveil, j'allumais ma lampe et je fixais mon placard. Oui, les placards sont flippants, mais là j'étais terrorisée sans raison. Les 2 nuits suivantes, je me suis forcée à rester éveillée jusqu'à l'aube pour dormir un peu quand il faisait clair. La 4e nuit, tout allait bien. Plus aucune peur du placard. J'étais seule dans mon lit ces 3 nuits. Depuis, je dors presque toujours avec la lumière allumée. Entre le chien devenu humain et les multiples petites choses, c'est ça qui m'a fait penser que l'hypothèse du chien fantôme n'était peut-être pas la bonne. Je ne sais pas si c'est lié, mais je ne l'exclus pas. 2 semaines plus tard, je me suis réveillée en pleine nuit. Quand j'étais enfant, j'avais un truc bizarre. Je me réveillais parfois en hallucination totale, voyant des insectes partout, et je me jetais hors du lit. Ça ne m'était pas arrivé depuis des années. Ce matin-là, je me suis réveillée avec un énorme bleu à l'intérieur de la jambe. Je sais que je n'ai rien heurté, il n'y avait rien dans ma chambre à part le sol. Le bleu était immédiatement violet et bleu vif, extrêmement douloureux au toucher et a mis plus de 2 semaines à disparaître. Impossible que je ne l'ai pas senti. Plus tard, je ne sais plus quand, j'essayais de dormir et la chose n'arrêtait pas de bouger. J'étais agacée, donc j'ai dit un truc du genre « Oh mec, je veux que tu dégages, j'ai besoin de dormir ». Ça s'est arrêté 1 seconde, puis il y a eu un grognement très fort directement dans mon oreille. À part les déplacements agressifs autour de mon lit, la chose la plus récente remonte à quelques mois. Je dormais, mais je me suis réveillée incapable d'ouvrir les yeux ou de bouger. J'avais l'impression que la chose, sous sa forme humaine, me plaquait. Après quelques secondes à lutter, j'ai réussi à bouger et ouvrir les yeux. Ok, pour commencer, cette histoire est 100% vraie et je ne perdrai pas mon temps à la raconter si ce n'était pas le cas. En gros, une nuit tout à fait normale, après une journée tout à fait normale, je dormais dans mon lit avec ma copine quand je me suis réveillée d'un coup, terrifiée. J'étais paniquée comme jamais, avec la sensation que quelque chose d'horrible allait arriver, et je ne voulais pas ouvrir les yeux. Quand je les ai finalement ouverts, j'ai vu une silhouette très grande, une sorte d'ombre. Elle était entièrement noire, avec un visage d'oiseau blanc et 2 grands trous noirs elliptiques à la place des yeux. Elle se tenait dans un vieux fauteuil. Je dis dans parce qu'elle était transparente, comme si elle traversait le fauteuil, comme si elle n'était pas matérielle. Elle était juste à côté du lit, immobile, en train de fixer le visage de ma copine endormie. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie, et pourtant je suis un mec costaud de 24 ans, pas du genre à flipper facilement. Je ne suis pas religieux et je ne crois pas vraiment aux fantômes ou au surnaturel, sauf pour cette chose. Quand je l'ai vue, j'étais paralysée. Je sentais que je ne pouvais pas bouger, mais en réalité, je n'ai même pas essayé. Je voulais rester totalement immobile pour ne pas provoquer de réaction. J'avais trop peur de fermer les yeux, convaincue que si je bougeais, elle ferait quelque chose. Elle ne m'a jamais regardée, elle fixait uniquement ma copine sans jamais bouger la tête. Je l'ai observée pendant ce qui m'a semblé être de longues minutes, et d'une manière étrange, j'ai senti qu'elle n'allait pas nous faire de mal. Trop de temps était passé. Si elle avait voulu nous réduire en morceaux, elle l'aurait déjà fait. Mais en même temps, j'avais la sensation que ce n'était pas moi qu'elle voulait, mais ma copine. Elle m'ignorait complètement. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de penser à quelque chose de positif, quelque chose qui pourrait protéger ma copine. Maintenant, ça paraît idiot, mais sur le moment, ça avait du sens. Après un moment, j'ai rouvert les yeux, et là, elle était plus proche du lit. Une nouvelle vague de terreur m'a envahi. J'ai refermé les yeux immédiatement et j'ai commencé à penser à ma vie, à tout ce que je voulais encore accomplir, à ma copine.
J'étais littéralement en train d'accepter que nous allions mourir. Je paniquais tellement que j'avais du mal à respirer, mes mains tremblaient. Non seulement la chose n'avait pas disparu, mais elle s'était encore rapprochée. Je me disais que si la chose ne nous avait pas encore attaqués, ce serait stupide de la provoquer. Peut-être qu'elle partirait. Soudain, la sensation d'horreur absolue a disparu. Je me suis senti normal à nouveau. J'ai ouvert les yeux, la chose n'était plus là. J'étais encore effrayé, mais d'une peur normale. Trop effrayé pour me rendormir, j'ai allumé la télé pour rester éveillé, au cas où elle reviendrait. Il était environ 3h20. Je suis resté éveillé jusqu'au matin. Quand ma copine s'est réveillée, elle m'a dit qu'elle avait fait les pires cauchemars de sa vie. Quelque chose la poursuivait et elle ne pouvait pas s'échapper. Je lui ai demandé de décrire ce qui la poursuivait. Elle a décrit quelque chose qui ressemblait à ce que j'avais vu pendant la nuit. Je lui ai raconté mon expérience et elle a flippé. La nuit suivante, on a dormi chez ses parents. On était tous les deux terrifiés. Je n'ai pas pu m'endormir avant 3h20, de peur que la chose revienne, mais rien ne s'est passé. J'ai raconté cette histoire à mes amies et l'une d'elles m'a dit qu'elle avait vu exactement la même chose lors d'un voyage à Barcelone, alors qu'elle dormait dans la même chambre qu'une amie. Elle s'est réveillée terrifiée, a regardé autour d'elle et a vu une entité blanche très grande avec un visage qui ressemblait à celui d'un oiseau qui fixait son amie. Et cette chose se penchait au-dessus du visage de son amie et murmurait alors que la silhouette noire que j'ai vue était totalement silencieuse. Même maintenant, quand j'essaie de me rappeler à quoi ressemblait cette entité, j'en ai des frissons. Rien que d'y penser me met extrêmement mal à l'aise. On peut dire que je suis un peu habitué aux événements paranormaux parce que je voyais des choses constamment quand j'étais jeune, en plus d'avoir d'autres capacités que j'ai appris à bloquer en grandissant parce que je n'en voulais pas. Les deux côtés de ma famille ont une longue histoire d'implication dans l'occulte et les pratiques ésotériques. J'ai vécu dans des maisons avec différents niveaux d'activité et ma famille a même vécu des trucs en plein jour. Je peux dire qu'à travers toutes ces expériences depuis l'enfance, je suis devenu plus fort spirituellement, émotionnellement et psychologiquement. Aucune maison n'avait d'entité capable de briser mes défenses ou de m'empêcher de bloquer mes capacités jusqu'à celle-ci. Cette maison dont je vais parler est différente. C'est celle qui nous a vraiment mis à l'épreuve et qui nous a laissé des marques profondes. On ne pouvait pas les ignorer comme on l'avait fait dans les maisons précédentes. C'était une vieille maison de l'époque espagnole, 2 chambres avec des entités qui se manifestaient ouvertement à toute la famille, ma mère, mon beau-père et moi, ainsi qu'aux amis, connaissances et à peu près tous ceux qui visitaient la maison. Chaque personne qui est entrée est repartie avec au moins une rencontre ou un sentiment inexplicable de malaise. La maison avait des rumeurs d'une histoire horrible impliquant les anciens propriétaires et leurs domestiques, et c'est une autre histoire. Quand quelque chose essayait d'entrer en contact avec moi, j'ai toujours été capable de comprendre ce que c'était et de sentir ses intentions après quelques instants à ressentir son énergie. Donc au début, il était assez facile pour moi d'identifier les entités de cette maison, sauf une. Une rencontre étrange avec une entité invisible sortie de nulle part m'a laissé avec des questions auxquelles je n'ai toujours pas de réponse. Voici l'histoire. Un jour, un week-end normal, je me suis réveillé d'un sommeil profond et sans rêve. Je venais de m'installer dans une nouvelle chambre après avoir échangé avec ma mère, donc je m'habituais encore à l'espace. Je me suis réveillé un peu désorienté. J'ai pris quelques instants pour émerger complètement. Quand j'étais bien réveillé, j'ai été surpris de voir qu'il faisait déjà nuit. Je me suis dit « Waouh, j'ai dormi si longtemps !» J'ai tourné la tête vers l'avant et quand j'ai essayé de lever les bras pour m'étirer, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. J'ai ressenti une pression physique immédiate sur ma poitrine et mon cou, qui s'est rapidement propagé à mes membres. Je ne pouvais plus bouger et un poids lourd et oppressant sur mon côté droit commençait à prendre forme. Je ne voyais rien, mais j'avais la sensation très nette d'une tête chauve, sans cheveux, nichée contre mon cou sous ma mâchoire, avec son visage osseux, sa mâchoire et son menton enfoncé contre ma clavicule et ma poitrine. Je sentais des bras maigres serrés autour des miens et des jambes fines agrippant mes cuisses comme un étau. Je me souviens très clairement de l'absence totale de vêtements, de chair molle, de graisse ou de poils. La peau était froide, pas douce, presque cuirassée, tendue, comme si Gollum, du Seigneur des Anneaux, te faisait un câlin de koala. Son corps était petit et squelettique, et sa prise était terriblement forte. Sa tête et ses membres me faisaient mal tant ils s'enfonçaient. Je n'avais jamais rencontré quelque chose comme ça. Je ne savais pas ce que c'était, ni ce que ça voulait. Tout ce que je savais, c'est que son énergie était négative, qu'elle me remplissait de dégoût et de terreur. Je n'arrivais plus à respirer.
Quand j'ai compris que j'étais immobilisé, j'ai paniqué un instant, puis je me suis mis en colère contre cette chose qui osait envahir mon espace et me toucher. Si quelqu'un m'avait vu, j'aurais eu l'air fou à essayer de me battre contre quelque chose d'invisible. Au milieu de la lutte, en poussant fort son torse, j'ai senti son souffle sur mon cou. Je n'ai jamais été aussi écœuré de ma vie. J'ai probablement prié et insulté plus en quelques secondes que dans toute mon existence. J'étais furieux et terrifié. Je pensais que j'allais mourir, donc je n'allais pas me laisser faire. Ça a semblé durer une éternité avant que je réussisse à lever ma main gauche assez haut pour repousser sa mâchoire osseuse plusieurs fois et finalement le faire lâcher prise. J'ai senti son poids tomber à côté de moi sur le lit et dès que j'ai été libre, j'ai bondi hors du lit et j'ai couru hors de ma chambre. J'ai déboulé dans la chambre de ma mère qui était en pleine négociation au téléphone. Elle a immédiatement vu mon état et a raccroché pour me demander ce qui n'allait pas. Je lui ai raconté la chose. Elle a eu peur et s'est mise en colère, a attrapé une bouteille d'eau bénite, a foncé dans ma chambre en hurlant des insultes à ceux qui s'y trouvaient et a aspergé mon lit. Après ça, je n'ai plus jamais rencontré cette chose, ou si c'est arrivé, je ne m'en souviens pas. J'espère que j'arriverai à comprendre ce qu'était cette chose et pourquoi elle m'a fait ça. Alors une amie et moi avons recommencé à regarder The X-Files depuis que Star a été ajouté à Disney+. Et on discutait pour savoir si nous, ou quelqu'un qu'on connaît, avions déjà vécu une expérience. Les seules histoires qu'on avait en tête étaient sa sœur qui affirme encore aujourd'hui à 43 ans qu'elle volait dans sa chambre quand elle était enfant et ma mère qui avait raconté qu'une amie à elle avait fait purifier sa maison à cause d'un fantôme. Et puis je me suis souvenu que moi aussi j'avais vécu un truc. Quand j'étais jeune, j'étais à fond dans le paranormal et je lisais toutes les histoires vraies que je pouvais trouver. J'aimerais croire que ça existe, mais j'adore aussi la science, donc j'ai du mal à l'accepter. Cela dit, ce qui m'est arrivé est l'expérience la plus dingue de toute ma vie et je n'ai jamais vécu quelque chose de similaire avant ou après. Il y a quelques années, j'étais malade depuis 2 jours. Je ne tombe littéralement jamais malade et au travail, c'était une blague récurrente que je n'avais jamais pris un seul jour d'arrêt. Là, j'avais un peu de fièvre, je me sentais mal. Donc j'étais enfin en congé. Bref, cette nuit-là, je me souviens avoir été réveillée parce que mon lit montait et descendait comme une balançoire. J'étais complètement désorientée, mais j'avais l'impression que le lit était en l'air pour que ce mouvement soit possible. Et c'était assez agressif, un vrai mouvement de bascule. Il y avait aussi un bruit de souffle, de vent, et la meilleure description que je puisse donner, c'est comme du bruit blanc de lumière, et ça a un sens. C'était une surcharge sensorielle totale. J'étais allongée sur le dos, essayant de comprendre ce qui se passait, et mon bras gauche était à 90 degrés par rapport à mon corps, complètement rigide contre le lit. Je me souviens l'avoir regardé en me disant « Putain, je peux pas bouger ». C'était comme s'il manquerait au lit pendant que tout ça se produisait. Puis soudain, mon dos se tend et je me redresse lentement en position assise comme un setup parfait. Sauf que je suis incapable de faire ça, vraiment incapable. Je n'ai absolument pas la force ou les abdos pour faire ce mouvement, encore moins de cette façon. À ce moment-là, ma tête part complètement en arrière et ma mâchoire est grande ouverte comme un cri silencieux. Je ne me souviens pas avoir eu peur parce que tout était tellement désorientant. J'étais aussi épuisée par la maladie, donc la peur demandait trop d'énergie. Mais je me souviens très bien de la tension dans ma tête, ma mâchoire et de la sensation de dépasser mes capacités physiques. Puis aussi soudainement que ça avait commencé, tout est devenu silencieux et noir. Le lit s'est arrêté et je suis retombée en arrière, juste un instant. Puis le lit, le bruit, la lumière recommencèrent, sauf que cette fois, mes 2 bras étaient collés au lit et j'étais allongée en croix. Je me souviens avoir pensé très clairement que si j'arrivais à libérer mes bras, tout s'arrêterait. C'était le seul moment de lucidité dans toute l'expérience, accompagné d'un sentiment diffus, et il y avait quelque chose de très mauvais derrière tout ça. Je ne sais pas quoi, mais je savais que c'était très mauvais. Et en même temps, une sensation tout aussi vague qu'une force positive était là, et que libérer mes bras était ce que je devais faire pour gagner. J'arrive à arracher mes bras du lit, et tout s'arrête. J'ai un bref moment d'inquiétude, puis je me rendors aussitôt. J'ai déjà fait des rêves et des cauchemars, mais je n'ai jamais vécu un truc comme ça. C'était totalement différent. J'ai pensé à une hallucination, ou à ma fièvre qui montait, descendait, mais c'était du niveau supérieur. Je ne sais même pas si une hallucination ou une fièvre peut provoquer ça. Je penche pour une hallucination ou un rêve hyper réaliste, mais je n'étais pas si malade, et j'ai déjà été plus malade sans vivre un truc aussi bizarre. Mais qui sait, peut-être une terreur nocturne, peut-être une visite d'un truc pas très amical.
C'était il y a 2 nuits, pendant que je dormais chez les parents de mon copain. On leur rendait visite. On dormait et à un moment dans la nuit, mon copain s'est levé pour aller aux toilettes. Ça m'a réveillée et je l'ai vu sortir de la chambre. J'avais très froid et j'hésitais à me lever pour fermer la fenêtre, mais j'avais peur de perdre le sommeil. Finalement, j'étais trop gelée, donc je me suis levée, j'ai grimpé sur le canapé et j'ai fermé la fenêtre. Je me suis dit qu'il serait peut-être contrarié parce qu'il adore dormir avec la fenêtre ouverte pour avoir de l'air frais, mais j'étais trop fatiguée et frigorifiée pour m'en soucier. Je suis juste retournée au lit, je me sentais très somnolente, un peu ailleurs, et j'ai presque replongé immédiatement. Quelques secondes plus tard, juste avant de me rendormir, mon copain a tendu son bras vers moi pour que je le tienne, le caresse. C'est quelque chose qu'on fait presque tous les soirs. J'ai commencé à le caresser, puis j'ai réalisé qu'il venait littéralement de se lever pour aller aux toilettes 1 minute plus tôt, et là j'ai paniqué. Je me suis redressée pour voir qui c'était, tout en tirant fort sur le bras, instinct de survie j'imagine, et j'ai vu que le bras n'était attaché à rien. Pour une raison que je ne comprends toujours pas, sans réfléchir, j'ai dit « Grand-mère, elle est morte », puis un autre nom dont je suis incapable de me rappeler aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, je n'avais jamais entendu un nom pareil. On aurait dit un nom inventé sur le moment. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Juste après, j'ai senti quelque chose me pousser pour me remettre sur le dos, ce qui m'a assommé avant que je puisse regarder mieux. Puis je me suis réveillée. Je n'arrivais pas à croire que tout ça s'était passé en dormant. Alors j'ai regardé derrière moi. La fenêtre était toujours ouverte, donc je ne m'étais jamais levée pour la fermer, et rien de tout ça n'était arrivé. Pourtant mon copain était toujours dans la salle de bain, exactement ce qui m'avait réveillée au début. J'ai ressenti une horreur tellement intense que j'avais l'impression de faire une crise cardiaque. Toute la scène n'a duré que quelques secondes, mais sur le moment, ça a semblé durer une éternité. Je ne comprends pas comment ça pourrait ne pas être réel, parce que je me suis réveillée quand il est allé aux toilettes. Je l'ai vu quitter la chambre et je me suis levée. Tout était exactement à sa place dans la chambre quand j'ai rêvé que je me levais. Chaque sensation était aussi réelle que maintenant en écrivant ceci éveillé. Ça ne m'était jamais arrivé avant, et la sœur de mon copain m'a dit que c'était probablement une paralysie du sommeil. J'en ai jamais eu, donc je ne sais pas, mais j'ai entendu dire qu'on ne peut pas bouger quand ça arrive, tout le mot paralysie. Est-ce que quelqu'un a une explication pour ce qui m'est arrivé, histoire que j'arrête d'y penser ? En grandissant, notre maison avait une atmosphère sombre. À cause de la disposition des fenêtres, très peu de soleil entrait. À part ça, c'était une maison normale, mais il y avait quand même des petites choses étranges ici et là. Il y avait une pièce au bout du couloir où ma meilleure amie et moi faisions nos soirées pyjama, une sorte de deuxième salon qui était relié à la cuisine. On restait éveillés à rigoler tard le soir, et on entendait ce qui ressemblait à une porte de placard qui se fermait. Comme cette pièce n'avait pas de porte et qu'elle était plus proche de la cuisine, je la faisais toujours dormir du côté le plus proche. Horrible, je sais. Et puis au milieu de la nuit, j'entendais parfois ce qui ressemblait à quelqu'un qui courait le long du toit. Ma mère l'a entendu aussi. Une fois, ma petite sœur a dit qu'elle s'était réveillée et qu'il y avait une petite fille au visage effrayant dans l'embrasure de sa porte. On ne l'a pas vraiment cru. Quand j'avais 19 ans, j'ai emménagé dans cette pièce au bout de la cuisine. Plus d'indépendance, puisqu'elle était loin des chambres. En y dormant, j'avais parfois l'impression que quelque chose se tenait dans un coin, dans l'ombre, en train de me regarder. Comme il n'y avait pas de porte, j'utilisais ces paravents en bois derrière lesquels les gens se changent. Une nuit, j'étais sur mon téléphone sous les couvertures, dans le noir, et j'ai entendu ce qui ressemblait à quelqu'un qui se jette par terre. Je me suis redressée d'un coup, et j'ai appelé ma sœur pensant que c'était elle. On n'avait pas d'animaux, et même si ce n'était pas du tout son genre, c'était la seule explication qui me venait. Pendant que mes yeux s'habituaient à l'obscurité, j'ai entendu cette chose commencer à ramper sur la moquette, puis passer sous mon lit, en heurtant mes boîtes à chaussures en dessous. Quand je te dis que j'ai bondi hors du lit pour aller chercher mon père, il est venu, à moitié endormi, s'est allongé sur mon lit, m'a dit qu'il n'y avait rien et est reparti se coucher. Je me suis assise à mon bureau, de l'autre côté de la pièce, fixant l'espace sous mon lit. Même à 19 ans, hors de question que je regarde dessous. Et quoi, tomber nez à nez avec un monstre hideux et traumatisant ? Ayant grandi avec des films d'horreur et du paranormal, mon imagination était mon pire ennemi. Après ce qui m'a semblé être des heures, je me suis convaincue que j'avais tout imaginé. Sachant que je devais me lever pour l'école dans 2 heures, je me suis recouchée. Et là, en me mettant sur le dos, mon lit a commencé à, je dirais, comme respirer. Le matelas sous moi montait légèrement puis redescendait, montait, redescendait. Je fixais le plafond dans le noir, essayant de calmer ma respiration et d'empêcher mon cœur d'exploser.
Je ne me souviens pas m'être endormie, mais je me suis réveillée le lendemain matin en me sentant bien. Je n'ai plus jamais ressenti cette présence, comme si cette chose était retournée chez elle par un portail sous mon lit. Quelques jours plus tard, j'ai enfin soulevé mon lit pour vérifier. Toutes mes boîtes à chaussures étaient parfaitement alignées comme je les avais laissées. J'ai raconté à mes parents ce qui s'était passé et ils m'ont dit que j'avais rêvé tout ça. Mon arrière-grand-père a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, il a 103 ans. Il y a quelques jours, il m'a raconté une histoire qu'il décrit comme l'expérience la plus terrifiante de toute sa vie. Je lui ai demandé si ça concernait des soldats japonais, car ils étaient réputés pour leur férocité à l'époque. Il m'a répondu non, c'était autre chose. Je ne sais pas si cette histoire est vraie ou non, mais elle m'a donné des frissons. Il m'a dit que personne n'avait jamais cru ce qu'il avait vécu, mais qu'il s'en souvenait comme si c'était hier, et que ça le hante encore aujourd'hui. En 1943, il était stationné aux Philippines avec d'autres soldats pour repousser les Japonais. Un jour, lui et son ami Samuel, décédé depuis des décennies, se retrouvèrent séparés de leur peloton. Ils se trouvaient dans une province montagneuse, avançant dans une forêt dense, lorsqu'ils se perdirent et furent séparés du groupe. Il ne se souvient plus du nom de la province, mais il dit qu'il y avait beaucoup de forêts et de villages. Lui et Samuel appelaient leurs camarades tout en avançant de plus en plus profondément dans la forêt, jusqu'à en atteindre la lisière. Je lui ai demandé « Pourquoi n'avez-vous pas simplement contacté votre peloton par radio ?» Il m'a répondu qu'ils avaient essayé, mais que pour une raison inconnue, les communications étaient brouillées et incompréhensibles. Ça les inquiétait, mais Samuel lui dit qu'il devait rester calme et prudent au cas où il tomberait sur des soldats japonais. Ils sortirent finalement de la forêt, mais le soleil commençait à se coucher. Mon arrière-grand-père dit à Samuel qu'il devait monter un campement, et Samuel approuva. C'est alors qu'il remarqua quelque chose au loin, une petite cabane en bois. Ils décidèrent d'y passer la nuit. Ils frappèrent à la porte et inspectèrent les lieux, mais il n'y avait personne, des vêtements traînaient un peu partout. Ils ont dû fuir dans la panique, dit mon arrière-grand-père. Samuel acquiesça. Ils installèrent leur campement et mangèrent. Samuel proposa de monter la garde à tour de rôle pour éviter de se faire surprendre par les Japonais pendant leur sommeil. Mon arrière-grand-père accepta. Ils se réveillaient mutuellement pour prendre leur tour de garde. Pendant que mon arrière-grand-père dormait, Samuel le secoua brusquement. « J'ai vu quelque chose bouger. » Mon arrière-grand-père attrapa son fusil. Samuel lui donna les jumelles et pointa du doigt. Là, dans le champ, à 250 mètres. Au début, il ne vit rien, puis il distingua quelque chose qui bougeait dans l'obscurité, mais en regardant mieux, ce n'était qu'un sanglier. « Ce n'est qu'un cochon, dit-il à Samuel. » Samuel prit les jumelles pour vérifier. « C'est bizarre, il ne bouge pas. » Mon arrière-grand-père lui demanda ce qu'il voulait dire. Samuel répondit que le sanglier ne faisait rien, qu'il restait immobile à les fixer depuis le champ, et que cela commençait à le mettre mal à l'aise. Mon arrière-grand-père rit et lui dit que son imagination lui jouait des tours. Mais alors, la lampe à huile qui éclairait la cabane commença à faiblir. Il alla la rallumer. Quelques minutes plus tard, elle s'éteignit de nouveau. Il vérifia, il restait pourtant beaucoup d'huile. Il la ralluma encore une fois et elle s'éteignit encore. C'est alors que Samuel, paniqué, se précipita vers lui. « Il a disparu. »« De quoi tu parles ?»« Le cochon, il s'est volatilisé. » À ce moment-là, mon arrière-grand-père commença lui aussi à avoir peur. Samuel expliqua qu'il regardait le sanglier à travers les jumelles quand celui-ci avait soudainement disparu, comme s'il s'était évaporé. Soudain, un bruit sourd retentit au-dessus d'eux, comme si quelque chose venait d'atterrir sur le toit. Ils saisirent leurs fusils. « On doit se barrer d'ici, dit Samuel. » Mon arrière-grand-père lui dit de rester calme et de ne pas faire de bruit. Ils restèrent immobiles, serrant leurs armes. Après quelques instants, Samuel se mit à hurler. Mon arrière-grand-père alluma sa lampe et vit une scène digne d'un film d'horreur. Une sorte de langue était plantée dans le cou de Samuel. Samuel hurlait de douleur en essayant de l'arracher. Mon arrière-grand-père tira plusieurs fois vers le plafond. La langue finit par lâcher prise et se rétracta lentement dans un trou du toit. Samuel pressait son cou, du sang coulait entre ses doigts. Mon arrière-grand-père lui appliqua un tissu et lui dit de maintenir la pression. Ils ramassèrent leurs affaires et sortirent en courant. Mon arrière-grand-père braqua sa lampe vers le toit. Ce qu'il vit, dit-il, était la chose la plus maléfique et la plus laide qu'il ait jamais vue. Je lui ai demandé de la décrire. Il m'a dit « C'était humanoïde, avec 2 ailes gigantesques, plus grandes que son corps, un mélange entre des ailes de chauve-souris et de faucon.
Ses yeux étaient rouge sang, brillants dans l'obscurité, sa peau était sombre et ses crocs énormes dépassaient même lorsque sa bouche était fermée. La créature était perchée sur le toit, les observant. Mon arrière-grand-père leva son fusil et vida tout son chargeur sur elle. Samuel fit de même, mais la créature ne réagit pas. Elle se contenta de les fixer, impassible. À ce moment-là, ils se mirent à courir comme des fous, hurlant, prêts à affronter n'importe quel ennemi plutôt que cette chose. Par miracle, la créature ne les poursuivit pas. Ils coururent jusqu'au matin et atteignirent un petit village où ils se reposèrent. Quelques jours plus tard, ils retrouvèrent leur peloton. Quand ils racontèrent leur histoire, seuls quelques-uns les crurent. Les autres pensaient qu'ils étaient ivres et qu'ils avaient été pris sous le feu ennemi, d'où la blessure au cou de Samuel. Après la guerre, ils rentrèrent chez eux, mais mon arrière-grand-père n'a jamais oublié cette rencontre qui lui a laissé un trouble de stress post-traumatique sévère. En 2023, je participais à un exercice d'entraînement dans les bois de Fort Greg Adams, en Virginie. La première nuit, alors que j'assurais la sécurité face à la lisière du bois, j'ai aperçu la silhouette longiligne d'un homme d'au moins 2,10 m, entièrement noir. Elle se trouva à environ 50 à 80 mètres et apparaissait lentement derrière un arbre, puis se précipitait vers un autre. Ce manège a duré 5 bonnes minutes avant que je ne la revoie complètement. Le soleil n'était pas encore couché. J'avais beau cligner des yeux et détourner le regard, elle était toujours là. Incrédule, je me suis dit que les ombres des arbres me jouaient peut-être des tours et j'ai écarté cette hypothèse avant que d'autres phénomènes étranges ne se produisent cette nuit-là et les jours suivants. Première nuit, mon escouade et moi avons entendu un long cri strident provenant de la zone des bois où j'avais vu la chose courir. Deuxième nuit, mon équipe et moi avons repéré un groupe de 3 hommes se déplaçant dans les bois. Lorsque nous avons ouvert le feu, ils ont disparu. Un des évaluateurs, perplexe, s'est approché et nous a demandé ce que nous avions visé, puisqu'il n'y avait aucune force ennemie dans le secteur. Après que nous lui ayons expliqué ce que nous avions vu, il a indiqué qu'à chaque rotation, au moins une fois sur 2, on apercevait un groupe de 3 hommes dans les bois, dans le même secteur où nous effectuons notre mission de sécurité. Troisième nuit, les évaluateurs faisaient l'appel en fin de journée, et l'un d'eux, parti tôt dans la journée, a crié depuis la lisière du bois. « C'est moi, je suis là !» On ne voyait personne, il était parti depuis des heures. Inutile de préciser que mon équipe et moi avons gardé nos sacs de couchage assez proches les uns des autres pendant cette nuit-là. J'ai un ami qui m'a raconté une histoire qu'il a peut-être inventée, mais qui fait une excellente histoire de fantôme. Je vais la raconter du mieux que je peux, même si je ne lui rendrai pas justice. Il était stationné sur une base au Moyen-Orient. La base était entourée d'un mur avec des postes de garde, plus 1 ou 2 autres points de surveillance, y compris près des baraquements. Il y avait aussi un grand entrepôt abandonné, inutilisé, avec d'énormes portes métalliques qui s'ouvraient vers l'extérieur. Elles étaient toujours fermées. Les soldats passaient devant cet entrepôt lorsqu'ils changeaient de poste. Une nuit, alors que mon pote était dans les baraquements, des coups de feu éclatent. Tout le monde se prépare et fonce voir ce qui se passe. Les tirs venaient de l'intérieur de la base. Ils arrivent sur place, 2 soldats sont en position, armes pointées vers l'entrepôt, complètement terrifiés. Une des portes était entr'ouverte. Ils leur crient dessus pour savoir ce qui se passe, mais les gars ne bougent pas. Ils disent qu'une chose énorme et noire vient de courir à l'intérieur de l'entrepôt. Une fois calmés, ils fouillent le bâtiment. Rien. Il faut 2 soldats pour fermer la porte. La nuit suivante, des hurlements venant de l'intérieur. Ils fouillent. Rien. La 3e nuit, encore des cris. Un autre groupe ouvre le feu. Même histoire, une chose rapide, noire, impossible à viser. Porte entr'ouverte. 2 gars pour la refermer. Comme ça continuait et que les soldats étaient mentalement sains, une enquête plus sérieuse est lancée. Ils installent des caméras spéciales pointées sur l'entrée, mettent des gars en surveillance et attendent. La nuit, la porte s'ouvre toute seule devant la caméra. Une créature, selon eux, sort et hurle comme si on l'égorgeait. Les gardes ouvrent le feu. La chose court à une vitesse inhumaine et retourne dans l'entrepôt. Les 2 portes s'ouvrent en grand. La chose hurle encore. Ils fouillent. Rien. Une équipe spéciale arrive avec plus d'équipement, des armes plus lourdes. Mon pote avec du matériel d'enregistrement fait partie du groupe.
Il ouvre les grandes portes et s'installe à l'intérieur. Noir total, mais leur appareil voit tout. Il se place en carré, 2 par 2, face à face. 4 heures passent, rien. Puis le soldat en face de mon pote fait un signe, quelque chose est derrière lui. Le gars doit somnole, l'autre est immobile. Mon pote pivote d'un coup, passe en position de tir, et là, il voit une créature humanoïde de presque 3 mètres, yeux perçants, posture menaçante. Il ouvre le feu. La chose se déplace si vite qu'elle semble se téléporter sur le côté, grimpe au mur, puis au plafond. Il tire encore, mais elle est trop rapide, apparaissant derrière chacun d'eux, les mettant en danger. Finalement, il récupère le matériel et évacue. Les caméras auraient tout enregistré. Mon pote a été débriefé, et on lui a dit de ne jamais en parler. L'entrepôt a été démoli. Les villageois ont relié la créature à une ancienne fosse commune près de la base. Après les événements, la fosse a été ouverte et les corps ont reçu une sépulture correcte. Je suis sûr d'avoir oublié plein de détails. La version de mon pote est bien plus riche et convaincante. C'est tellement détaillé qu'on a envie d'y croire, mais tellement incroyable qu'on doute. Pour situer le contexte, j'ai quitté le corps des Marines des États-Unis en janvier 2026 et cette rencontre a eu lieu vers mai 2022. À l'intérieur de Camp Geiger se trouve Camp Devil Dog, une petite zone d'entraînement sur la base. Les 2 dernières semaines de l'entraînement au combat s'y déroulent. J'étais de garde de minuit à 2 heures du matin, si je me souviens bien, et je me suis réveillé comme d'habitude avec mon alarme. Il y a là-bas un petit poste de garde couvert de messages inquiétants à propos de fantômes, de voix et d'une histoire de dame en blanc. La sentinelle que je devais relever était terrifiée par quelque chose qu'il avait vu. Il affirmait avoir aperçu une femme en robe blanche, sans trait discernable, qu'il observait au milieu de la route. J'ai fait une bêtise, j'ai laissé mon sac derrière moi et je l'ai raccompagné jusqu'au dortoir parce qu'il tremblait et pleurait un peu. J'ai dit à son camarade de lit de garder un œil sur lui, puis je suis retourné en trottinant vers le poste de garde vide. Mon sac n'était plus dedans. Il se trouvait à environ 3 mètres, posé au milieu de la route. J'ai supposé qu'un instructeur de combat me faisait une blague et j'ai repris ma garde. Les 30 premières minutes ont été assez normales, jusqu'à ce que j'entende des bruissements dans la lisière des arbres, sur la gauche du poste. Encore une fois, je me suis dit que c'était un instructeur qui essayait de me faire peur. Alors je me suis concentré et j'ai essayé d'avoir l'air occupé. Les bruits ont continué par intermittence pendant 10 à 15 minutes. À ce stade, j'ai supposé que c'était un animal. Je me suis calmé un peu et je me suis détendu. Il me restait encore environ 1 heure. Puis j'ai commencé à entendre ce qui ressemblait à des gloussements et des rires étouffés. La suite est un peu étrange. J'ai entendu une voix de femme m'appeler frénétiquement à l'aide, mais elle utilisait mon prénom, pas mon nom de famille comme l'aurait fait n'importe quelle marine. Pendant l'heure suivante, cette voix de femme n'a cessé de m'appeler, m'incitant à la suivre, devenant de plus en plus agressif au fil du temps. Je n'ai jamais vu quoi que ce soit, mais je sais ce que j'ai entendu, et raconter cette histoire me donne encore des frissons. Puis j'ai entendu ce que je ne peux décrire que comme un hurlement inhumain, à environ 1 kilomètre sur la route, suivi de pas extrêmement rapides tournant autour de moi, derrière moi, partout à la fois. Pourtant, je n'ai toujours rien vu. C'était durant les 30 dernières minutes de ma garde. À ce moment-là, je serrais mon fusil comme si c'était ma mère, essayant de rester caché de cette chose. Puis soudain, tout s'est arrêté. J'étais toujours terrifié, assis avec mon fusil, espérant que ma relève arrive en avance. Ce ne fut pas le cas. Un peu plus tard, ma relève est enfin arrivée, s'est excusée d'être en retard. J'ai juste dit « T'inquiète mec » et j'ai dégagé en courant vers les dortoirs. Je n'ai pas dormi du reste de la nuit. Il existe une route d'environ 50 km qui part de Barstow, la ville la plus proche, et qui mène jusqu'à la base militaire perdue au milieu d'un désert vide. Le long de cette route, il y a des dizaines de croix plantées en mémoire de soldats ou de leurs familles morts dans des accidents au fil des années. Un soir, un pote de mon peloton et moi revenions du centre commercial de Victorville. En arrivant sur le début de la route de Fort Erin, j'ai remarqué des traces de pneus ensanglantés, toutes fraîches, qui sortaient de la route et allaient droit vers une croix. La croix portait une date du style 11 août 1989 et on était en 2006. Ça m'a glacé le sang, j'ai cru que mes yeux me jouaient des tours.
20 minutes plus tard, on roulait toujours sur cette route isolée à 2 voies, au milieu du désert noir. Je regarde mon pote qui conduit en chantonnant. Et là, alors qu'on roule à 120 km/h, quelque chose traverse la route devant nous. J'ai juste eu le temps d'apercevoir une sorte de créature humanoïde massive couverte de poils. Elle nous a regardés directement, malgré notre vitesse, en courant devant la voiture. La chose était immense, au moins 2,10 mètres, marchant sur 2 jambes. Mais les yeux, je ne sais pas comment l'expliquer. Pendant la fraction de seconde où elle a tourné la tête vers nous, le temps a semblé ralentir. Ses yeux étaient comme des vides blancs, pas un reflet, une sorte de lumière morte. C'était la sensation la plus terrifiante de ma vie. Ce n'était ni humain, ni animal, c'était conscient mais pas comme nous. Je me tourne vers mon pote qui hurle. La créature traverse la route et disparaît dans le désert. Mon pote pense qu'on a failli renverser quelqu'un, alors on s'arrête et on sort, mais il n'y avait rien, juste le désert noir. Il répétait « Grand poilu, non, un ours non. Quoi, c'était quoi ?» Il nous restait 20 minutes avant d'arriver à la base. On a roulé en silence, musique coupée. Il était silencieux, ce qui n'était jamais le cas, et moi j'étais incapable de trouver quoi dire. De retour à la base, on raconte l'histoire à notre squad, personne ne nous croit, jusqu'à ce que quelques semaines plus tard, j'entende des murmures, des gens qui ne voulaient pas en parler ouvertement, mais qui disaient avoir vu la même chose. Des années plus tard, après avoir quitté l'armée, j'ai fait des recherches. J'ai découvert des légendes amérindiennes affirmant que Sasquatch vivrait dans les étendues désertiques et les plaines salées de la région. Google m'a sorti pas mal d'infos intéressantes. Quoi que c'était, mon ami est devenu blanc comme un fantôme ce soir-là, et on n'en a jamais reparlé. Mon père était un sacré personnage, plus grand que nature, un homme massif, jovial et très bavard, avec une présence énorme, jusqu'au moment où un interrupteur semblait se déclencher quelque part, et soudain il devenait en colère et dangereux. Il a épousé ma mère quand j'avais 6 ans, et j'ai appris à connaître très intimement ces 2 facettes. C'étaient les seuls qu'il semblait posséder jusqu'au jour où il m'a raconté cette histoire alors que j'avais une 20aine d'années et que pour la première fois, je l'ai vu incertain, pensif et visiblement bouleversé par quelque chose de profond qu'il ne comprenait pas. Désireux de fuir les limites de sa petite ville du Minnesota, il a menti sur son âge pour s'engager dans l'armée à 17 ans en 1938. Presque immédiatement, il fut affecté à l'OSS et envoyé en Chine après l'invasion de Shanghai par le Japon, où il devait recueillir des renseignements sur les violences croissantes dans la région. Après Pearl Harbor, il passa les 2 premières années de la guerre comme parachutiste dans le Pacifique Sud, jusqu'à ce qu'il soit grièvement blessé et renvoyé aux États-Unis pour être hospitalisé. Après quelques mois, il fut jugé suffisamment rétabli pour être libéré, mais pas assez pour retourner au combat. Il fut donc affecté à la 11e division aéroportée lors de son activation à Camp McCall, en Caroline du Nord, comme membre du groupe de parachutistes chargé de mettre en place l'école de saut de la division. C'est là que lui et certains de ses camarades commencèrent à élaborer des stratégies de reconnaissance pour parachutistes, ce qui nous amène à l'histoire qu'il m'a racontée. Pendant la guerre de Corée, longtemps après avoir été réaffecté au renseignement, il faisait partie d'un groupe d'élite chargé de sauter derrière les lignes ennemies pour recueillir des informations et les ramener au front. Comme les mouvements de troupes et les escarmouches faisaient constamment bouger la ligne de front, les routes de retour étaient sans cesse redessinées, parfois trop lentement. Beaucoup de parachutistes du régiment y laissèrent la vie. Sur le chemin de retour, transportant des informations cruciales, mon père avait parcouru environ la moitié de la route quand une tempête brutale éclata en fin d'après-midi, l'obligeant à chercher un abri. Il y avait une grotte un peu en arrière sur l'itinéraire. Il dut rebrousser chemin pour l'atteindre. Une fois à l'intérieur, il fit ce que n'importe quel soldat aurait fait. Il se cala dans un coin et piqua un somme. Un peu plus tard, il fut secoué pour être réveillé par un autre membre de son équipe qui avait sauté un jour ou 2 avant lui. Je ne me souviens plus de son nom, mais c'était un bon ami de mon père, alors je l'appellerai Buddy. La tempête faisait toujours rage dehors, mais Buddy lui dit qu'il avait dû prendre le risque de traverser rapidement pour le rejoindre, car plus près du front, la route que suivait mon père avait été compromise. À la faible lumière d'une petite lampe, Buddy traça dans la terre une carte d'un autre itinéraire depuis la grotte jusqu'au front, aussi sûr qu'un chemin peut être derrière les lignes ennemies en pleine guerre. Puis il lui tapa dans le dos en disant
rentre vivant espèce de pauvre type, et ajouta qu'il avait encore quelque chose à faire avant de disparaître dans la tempête. Mon père dit que Buddy n'était resté que 5 minutes, peut-être moins, et qu'il n'avait pas vraiment réfléchi à tout ça sur le moment. Mon père rejoignit le front sans incident en 2 jours environ. Après avoir remis les renseignements, il alla manger puis s'effondra dans sa tente pour un sommeil profond. Le lendemain, après s'être rafraîchi, il se rendit au mess avec son débriefing complet et y trouva quelques camarades en train de prendre leur petit déjeuner. Ils l'accueillirent chaleureusement, soulagés qu'il soit revenu. Il fut surpris par leur enthousiasme et leur répondit qu'ils n'étaient pas prêts de se débarrasser de lui. Ils discutèrent quelques minutes, puis mon père demanda quand Buddy était rentré. Les gars échangèrent des regards, puis l'un d'eux dit « Il n'est pas revenu ». Perplexe, mon père regarda chacun d'eux. « Quoi ? Il est déjà reparti ?» Cette fois, ce furent les autres qui semblèrent déconcertés. « Non », répondit l'un d'eux, secouant la tête, « Buddy n'est jamais revenu de son dernier saut. » À ce moment-là, mon père m'a dit qu'il avait commencé à se mettre en colère. « C'est impossible », protesta-t-il. Je suis revenu après lui par le nouvel itinéraire, et s'il lui était arrivé quoi que ce soit, j'aurais vu des traces, un combat, une confrontation, quelque chose. Mais la nouvelle route était propre comme un sous-neuf, alors arrêtez vos conneries. Les autres se figèrent et l'atmosphère devint lourde. Après quelques secondes tendues, celui qui parlait jusque-là se pencha vers lui et demanda, calmement mais intensément, « Quel nouvel itinéraire ?» Agacé, mal à l'aise, sentant une inquiétude croissante, mon père répondit « Le nouvel itinéraire que Buddy est venu me donner, celui du passage sud. » Les gars restèrent bouche bée. Le porte-parole, livide, secoua la tête. « C'est impossible. Buddy a été tué il y a 4 jours, en revenant de sa dernière mission. Il était presque arrivé, un de nos éclaireurs l'a vu. Les rouges ont fouillé ses poches et pris le paquet de renseignements. Comme c'est là que se trouvaient les cartes, y compris celles de l'itinéraire que vous deviez tous les deux emprunter, on pensait que tu étais foutu. » Voilà l'histoire de mon père. Quand il eut fini, il me fixa avec un sourire sombre et dit « Buddy était là dans cette grotte, aussi réel que toi maintenant. Il était là. Et quand il est venu me voir, il était déjà mort depuis au moins 1 jour. S'il n'était pas venu m'avertir, m'empêcher de suivre la même route, me donner une nouvelle, je serais mort aussi. Parfois je me demande si j'ai rêvé tout ça. Mais bon sang, les faits sont les faits. Je suis revenu en empruntant un itinéraire dont je n'avais jamais entendu parler avant cette nuit-là dans la grotte. » En tant que marine, j'avais souvent le service de nuit au mémorial de l'attentat de Beyrouth. Une partie du mémorial est dédiée à un cimetière de vétérans. Étrangement, je n'ai jamais été effrayé d'être complètement seul au milieu de la nuit dans un cimetière isolé, entouré de forêts épaisses de tous côtés. C'était même plutôt paisible, pour être honnête. Cependant, une nuit, je patrouillais près de la clôture extérieure, là où se trouvent les pierres tombales les plus anciennes, quand j'ai entendu le bruit d'une femme en train de fredonner. J'ai suivi le son et remarqué une lumière qui brillait à travers les lianes et les broussailles d'un grand arbre. En m'approchant, j'ai littéralement senti mes cheveux se soulever, comme s'il y avait un courant électrique dans l'air. J'ai écarté les branches et ce que j'ai vu m'a presque coupé le souffle. C'était une vieille pierre tombale usée, avec une grande croix gravée dans le marbre, sauf que la croix brillait d'un bleu vif, presque fluorescent, comme un néon. Le fredonnement était soudain beaucoup plus fort et avait une sorte de pluralité étrange, comme s'il venait de centaines de voix à la fois. Autant dire que j'ai flippé. J'ai hurlé comme une gamine terrifiée et j'ai sprinté jusqu'au parking. J'ai appelé à la radio le garde qui devait me relever et je l'ai forcé à venir plus tôt. J'ai passé le reste de mon service dans la cabine de son camion. Je ne pense pas qu'il m'ait cru, mais il est resté dans son camion et n'est pas sorti patrouiller avant que le soleil soit complètement levé. Quelques jours plus tard, j'ai pris mon courage à 2 mains pour retourner à cette tombe, en plein jour évidemment. Comme je m'y attendais, à la lumière du jour, c'était une pierre tombale tout à fait banale. Il n'y avait aucun nom, seulement la croix mentionnée plus tôt. J'ai passé mes mains sur la pierre et vérifié s'il pouvait y avoir une source lumineuse cachée ou un panneau solaire, mais non, c'était juste une pierre simple, solide, sans rien de particulier. Le fredonnement avait disparu lui aussi. J'ai fini par reprendre mon service normal, mais je n'ai plus jamais vécu quoi que ce soit d'inhabituel. Je n'ai jamais su à qui appartenait cette tombe non plus, mais j'y repense de temps en temps. Ça paraît absurde quand je le raconte à voix haute, et j'imagine que ça aurait pu être une hallucination ou un tour joué par mon cerveau fatigué, mais je n'y crois pas. Je pense que c'était réel,
un fantôme ou un esprit d'une manière ou d'une autre, et je ne crois pas qu'il était malveillant. Ce n'est pas mon histoire, mais celle de mes parents. Ça s'est passé avant ma naissance. Ça sera bref, car on me l'a raconté il y a longtemps et je m'en suis souvenu par hasard. Mes parents m'ont dit qu'ils rentraient d'une soirée tard dans la nuit. Il était à peu près 1h du matin. C'était au début de leur relation, au milieu des années 2000. Mon père conduisait, il faisait nuit noire, il n'y avait personne d'autre sur la route et elle était entourée de brousses ou de champs de canne à sucre. J'ai oublié quelle route, mais l'histoire se déroule dans le Queensland, en Australie, dans une ville rurale. Ils conduisaient tranquillement, discutant de leur soirée et de la fête, quand ils ont aperçu quelque chose sur la route. Surpris, mon père a freiné brusquement. Ils ont dit que c'était la chose la plus effrayante qu'il ait jamais vue. C'était un chien de taille moyenne à grande. J'ai oublié la taille exacte, mais je suis presque sûre que mes parents ont mentionné qu'il n'avait pas de poils. Mes parents aimaient beaucoup les animaux. Ils se sont bien sûr arrêtés, mais lorsqu'ils l'ont fait, le chien les a regardés, puis sous leurs yeux, il s'est presque transformé. Ils ont décrit son apparence comme répugnante, comme s'il modifiait son corps en temps réel. Il s'est dressé sur ses pattes arrière et avait une apparence humanoïde, avec de longues pattes ressemblant à des doigts. C'était absolument horrible et nauséabond à voir, avant que l'animal ne disparaisse dans les broussailles et les champs de canne à sucre bordant la route. Mes parents ont décrit la peur et l'horreur qu'ils ont ressenties, se regardant pour confirmer qu'ils avaient bien vu la scène. Ils sont repartis en trombe, probablement en excès de vitesse, mais ils affirment que même aujourd'hui, c'est la chose la plus terrifiante qu'il ait jamais vue. Quelqu'un saurait-il de quelle créature il s'agit ? Peut-être qu'il s'agit d'un skinwalker, mais je ne connais pas grand-chose à l'histoire et aux croyances religieuses des aborigènes d'Australie concernant les créatures qui hantent ce pays, hormis certaines espèces communes ou bien connues. Alors je vais commencer par une remarque assez classique. Je ne me drogue pas, je bois rarement, généralement pour Noël, rarement le Nouvel An, seulement quand je suis invité à une fête. Je ne fume même pas de tabac, par contre, je suis accro au Coca-Cola. J'habite dans un quartier assez dangereux, à 2 rues de l'endroit où le métro s'est effondré à Mexico, si ça a une importance. Alors quand on sort, on prend l'habitude de regarder partout et tout le monde, et de courir au moindre signe de problème. Ceci étant, j'ai vécu aujourd'hui une rencontre très étrange. J'allais à vélo à l'épicerie du coin pour acheter, vous l'avez deviné, du Coca-Cola, des tortillas, de l'eau minérale. Je dilue le coca car je suis prédiabétique, donc je dois faire attention. Comme je devais aller dans 3 magasins différents, je ne voulais pas attacher mon vélo à un poteau ou à un banc. J'ai donc jeté un coup d'œil autour de moi pour m'assurer qu'il n'y avait personne de suspect, et je suis arrivé à la quincaillerie. Ensuite j'ai marché avec mon vélo jusqu'à l'épicerie pour acheter les tortillas. Puis j'ai marché encore un peu jusqu'à l'épicerie du coin. Arrivé à l'entrée, j'ai regardé autour de moi, personne de suspect. J'ai donc laissé mon vélo et je suis entré. En ressortant, j'ai de nouveau regardé autour de moi et j'ai aperçu un type qui marchait. Il avait l'air un peu louche, alors je l'ai remarqué. Grand, maigre, pâle, cheveux noirs, mi-longs, un long manteau noir, des bottes et un parapluie noir. Il avait vraiment l'air d'un gothique, exactement comme un ancien collègue il y a quelques années. Je me dis, ces gens ont généralement l'air sombres exprès. Et je fais demi-tour avec mon vélo pour m'apprêter à l'enfourcher. Puis il apparaît du coin de l'œil. Je distingue ses vêtements noirs. Une mini-seconde plus tard, quand il est dans mon champ de vision, ce n'est plus un homme, mais 2 femmes, petites, environ 1,50 m, un peu rondes, l'une rousse, l'autre blonde, l'une portant un pantalon noir, des chaussures noires vernies de type uniforme scolaire, une chemise à rayures rouges et jaunes et un petit sac, l'autre un jean bleu, des baskets blanches, une chemise grise et un parapluie noir, le même que celui du type. Je suis abasourdi. Je regarde le magasin, vide. Je regarde le restaurant à côté, il commence à peine à ouvrir, seuls les employés nettoient, puis il y a une banque fermée et cadenassée pour le moment. Alors je demande aux employés si le grand homme est entré dans le restaurant. Ils me demandent quel grand homme. Le magasin est trop petit pour qu'on ne l'ait pas vu, et je l'aurais certainement vu entrer.
Je me retourne pour regarder les filles qui traversent le coin de la rue. La rousse me regarde, puis détourne rapidement le regard quand je les regarde. J'ai failli tomber et j'ai dû m'arrêter pour reprendre mes esprits. On vit dans un monde étrange et il y a quelque chose qui nous dépasse, c'est certain. J'ai aperçu une chose près des bois. Je l'appelle la chose parce que je n'ai aucune idée de ce que c'est. Ce n'était aucune des créatures que j'ai pu trouver lors de mes récentes recherches internet. C'était peut-être une sorte de métamorphe, car lorsque je l'ai vue, elle a clairement changé de forme. Oui, j'ai bien dit qu'elle a changé de forme. Vous pouvez ne pas me croire, si vous voulez. Mais ce truc-là, ce truc de merde, c'était tellement surréaliste et tellement dingue que je suis vraiment sans voix. J'ai juste besoin de vider mon sac pour savoir si quelqu'un d'autre a déjà vu ça. Je suis sûr qu'on me prendrait pour un fou ou pour quelqu'un en manque d'attention, car ce que j'ai vu est tout simplement absurde. Je vais tenter de vous décrire les détails de ce que j'ai vu aussi crûment que possible, en m'appuyant sur mes souvenirs les plus précis. C'était au sud du New Hampshire, été 2000 ou 2001 probablement. Je ne me souviens plus exactement de la date, bien après minuit. Je vais prendre le temps de décrire cette rencontre aussi précisément que je m'en souviens, même si tout s'est passé si vite, littéralement en 10 secondes à peine. C'est pourtant le moment où j'ai vraiment observé la chose le plus longtemps. Je marchais de mon immeuble jusqu'à chez un ami tard dans la nuit. Pour aller d'un endroit à l'autre rapidement, il fallait traverser un petit bosquet, une centaine de mètres environ, qui appartenait techniquement à quelqu'un d'autre. À plusieurs reprises, quelqu'un nous avait braqué une lampe torche sur la tête et une fois, il avait même tiré un coup de feu en l'air pour essayer de nous effrayer et de nous dissuader de traverser. Mais ça n'avait jamais marché. Ça m'a toutefois appris à être plus discret et ce soir-là, je me suis donc faufilé silencieusement entre les arbres. Le bois se trouvait dans une vallée entre mon immeuble, quelques maisons et le quartier de mon ami. La vallée était en pente douce au milieu, entourée d'une pente abrupte. Au début, j'ai dû redescendre dans la vallée, puis remonter pour rejoindre la rue où se trouvait sa maison. Une fois sorti de la lisière, on se retrouvait sur le bord de la route. Les maisons étaient assez espacées, si bien que la nuit était très sombre, à l'exception de quelques cercles lumineux sous les lampadaires orange, peu nombreux compte tenu de la superficie. J'ai traversé la vallée sans problème cette fois-ci, et j'ai pris de la vitesse pour gravir la colline devant moi, là où la forêt s'arrêtait à environ 1,5 mètre du bord de la rue. Au moment précis où je suis sorti de la lisière et me suis retrouvé sur le bord de la route, quelque chose a attiré mon attention sur ma gauche, sortant des bois de l'autre côté de la rue. Il sortit maladroitement des bois sombres et apparut à la lisière du cercle de lumière orangée qui irradiait d'un lampadaire. D'abord, et pendant un bref instant, il ressembla à une ombre, mais j'entendis un craquement provenant des feuilles mortes sous ses pattes et je compris vite que ce n'était pas une ombre. Son corps avait la forme d'un enfant affamé d'environ 1 mètre, comme on en voit dans les pays du tiers-monde, mais ses jambes et ses bras étaient si maigres qu'il semblait impossible qu'il puisse supporter son poids. Il faisait sombre, mais de mémoire, le bout de ses mains frêles n'était qu'un moignon. Je ne vis ni main ni pied. Ses mouvements étaient vraiment terrifiants, absurdes et contre nature, et je ne comprenais pas comment il pouvait tenir debout sur ses pattes minuscules. Il s'avança des arbres vers la rue avec une démarche extrêmement maladroite, en quelques pas à peine. On aurait dit qu'il n'était pas censé se déplacer ainsi, mais qu'il avait pourtant trouvé le moyen d'y parvenir. La créature avait une tête en forme d'ampoule et un petit ventre, malgré la maigreur du reste de son corps. Outre sa forme et ses mouvements, elle semblait irréelle, surtout parce qu'elle ne reflétait aucune lumière lorsqu'elle s'avançait sur le lampadaire. Elle paraissait dépourvue de volume, son corps se fondant presque dans son ombre, et je ne pouvais deviner sa forme réelle qu'à sa façon de se déplacer. Je restais figé sur place, incapable de comprendre ce que je voyais. En quelques pas, elle sortit des arbres, traversa en titubant le carré d'herbe jusqu'à la rue, puis se dirigea maladroitement vers une bouche d'égout en bordure de route. Je ne sais pas ce que j'ai fait, si j'ai fait quoi que ce soit, mais dès que la chose a touché le trottoir, elle s'est redressée et m'a regardé. Je ne distinguais ni son visage ni rien d'autre, juste cette forme noire et bizarre qui se déplaçait avec une maladresse incroyable. Je ne saurais trop insister sur ce point, ses mouvements étaient d'une désorganisation grotesque. Ce qui s'est passé ensuite m'a fait fuir dans les bois avec toute la lâcheté qui m'a permis de survivre jusqu'à aujourd'hui. En me voyant, cette créature difforme, mi-enfant, mi-ombre, a fait un brusque demi-tour vers moi, se laissant tomber à 4 pattes et prenant alors une forme beaucoup plus animale.
Je n'ai toujours aucune idée de comment décrire ce mouvement, tellement il était contre nature. Mais une fois sa transformation terminée, la chose était devenue une sorte d'ombre mi-chien, mi-chat, mi-ours. Je sais que ça paraît dingue, mais c'est la seule façon de le décrire. Elle se tenait à 4 pattes comme un prédateur, mais je ne pouvais distinguer aucune forme, car la lumière qui l'entourait était invisible. Cette chose ne s'est pas contentée de passer d'une forme humanoïde à un être humain à 4 pattes. Elle est véritablement devenue autre chose, à ce que je peux en juger. Dès que la créature s'est mise à 4 pattes et a perdu son apparence humanoïde, ses yeux ont brillé d'un jaune intense et elle a poussé un cri strident. Je me souviens que la créature semblait étrangement vulnérable, presque apeurée en imitant ce son, ce qui contrastait avec la dureté et la tonalité du cri, ainsi qu'avec sa posture défensive. Tout s'est passé en quelques secondes, 10 tout au plus, depuis le moment où la chose a quitté la lisière de la forêt jusqu'à celui où elle s'est retournée, a pris une posture menaçante, a poussé un cri strident et m'a fait fuir sans réfléchir dans les bois. Je ne me suis pas arrêté, je n'ai pas regardé en arrière, je n'ai pas essayé de me faire discret, j'ai juste couru aussi vite que possible. C'est vrai, j'étais tellement terrifié que j'ai couru me réfugier dans les bois. Je ne suis jamais arrivé chez mon ami ce soir-là et je n'en ai jamais parlé à personne depuis. J'ai réussi à oublier cet épisode assez rapidement, même si je ne sais pas vraiment en quoi ma vie était si mouvementée à ce moment-là. Je suppose donc que c'est parce que j'ai fait une bêtise qui a pris le dessus sur tout le reste. Je n'aurais jamais cru voir une chose pareille de ma vie. Honnêtement, ça n'avait rien à faire dans notre réalité physique, et ça semblait même déconnecté de l'environnement, comme une image 2D superposée à un décor 3D authentique. J'ai cherché des vidéos et des témoignages d'apparitions fantomatiques, mais je ne pense pas que ce soit ça. Il n'y avait rien de surnaturel dans ce que j'ai vu. C'était là, bien réel. Je ne sais pas quoi dire d'autre. À ce stade, je pense que nos chemins se sont croisés dans une possible faille interdimensionnelle ou un saut temporel, vu le caractère surréaliste de l'expérience. Je sais que ça paraît fou, mais c'est la seule explication que j'ai trouvée pour justifier le fait que cette chose détonnait complètement dans son environnement. On aurait dit qu'elle n'était même pas faite pour bouger et se déplacer dans ce monde. La gravité aurait dû écraser ses pattes maigres sous le poids de son corps. On aurait dit une aubergine sur des cure-dents. À ce stade, je veux juste savoir si ce que j'ai vu a une explication rationnelle ou non, et je n'arrive pas à me sortir de la tête la façon dont cette chose bougeait, ni l'obscurité qui y régnait. J'avais 19 ou 20 ans. Ce jour-là, j'attendais un ami au centre-ville. On avait prévu de se retrouver dans un bar pour boire un verre en journée, et j'étais exceptionnellement en avance. Je n'aime pas boire seul et mon ami m'avait envoyé un message pour me dire qu'il ne tarderait plus. Le bar où nous avions rendez-vous se trouvait en face de la gare principale, de l'autre côté d'une des artères les plus fréquentées de la ville, à proximité d'une importante ligne de bus. Il y a une sorte de monument à l'angle de la rue, une statue du cardinal Basilium installée sur des marches en béton. Plutôt que d'aller boire un verre au bar, j'ai décidé d'attendre mon ami près de ce monument et d'observer les passants. C'était il y a longtemps, Facebook en était encore à ses balbutiements, les réseaux sociaux étaient très limités et de toute façon, mon téléphone était vraiment pourri. Alors je me suis assis, j'ai allumé une cigarette et j'ai regardé les gens vaquer à leur occupation. Je n'étais pas assis depuis longtemps lorsqu'un bus s'est arrêté à un feu rouge, coincé dans les embouteillages. Comme on le fait souvent quand on est assis et qu'un bus s'arrête devant soi, j'ai jeté un coup d'œil aux passagers. C'est alors que j'ai remarqué un homme qui me fixait doigt dans les yeux. Il avait l'air plutôt normal, mais négligé, un peu comme ces chômeurs au bord de l'alcoolisme. Je me souviens très bien de ses yeux en revanche. Ils étaient si sombres et pourtant si intenses. Dès que nos regards se sont croisés, j'ai été paralysé et j'ai ressenti une sorte de décharge électrique dans la nuque. J'ai détourné le regard une fraction de seconde et quand j'ai regardé à nouveau, son visage avait complètement changé. Sa bouche était grande ouverte, formant un O comme un bâillement déformé, et ses dents, jaune-noir, mesuraient 5 à 7 cm et étaient pointues. J'étais terrifié. J'ai eu l'impression de transpirer à grosses gouttes et mes oreilles bourdonnaient comme si une bombe avait explosé à côté de moi. J'ai détourné le regard pour rassembler mes affaires et partir aussitôt. En me relevant, j'ai regardé à nouveau et l'homme me fixait toujours, un visage en apparence normale, mais avec ce même regard sombre et intense. J'ai traversé la route en courant au feu rouge. Juste avant qu'il ne passe au vert, j'ai regardé dans le bus et l'homme avait disparu.
il s'était volatilisé. J'étais terrifiée à l'idée qu'il en soit sorti et qu'il vienne me chercher. Je me suis plantée au bar, dos au mur, pour scruter les alentours. Rien, aucune trace de lui. Je n'ai jamais rien vu qui lui ressemble, ni avant ni après. Je tiens vraiment à préciser que je n'avais consommé ni alcool ni aucune autre substance. Mon ami est arrivé environ 10 minutes plus tard. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, mais au bout d'1 heure environ, j'ai pensé que c'était peut-être la fatigue. Tout s'est déroulé depuis l'arrivée du bus jusqu'au moment où je me suis retrouvée dos au mur du bar, probablement en moins d'1 minute, mais ça m'a paru une éternité et je me souviens de cette minute avec une précision incroyable. J'ai essayé de ne plus y penser, mais de temps en temps je tombe sur une discussion qui relate une expérience similaire. Ça paraît complètement dingue, mais c'est arrivé. Ceux à qui je l'ai raconté pensent que j'étais peut-être juste épuisée ou stressée, ce qui est souvent le cas, mais je sais ce que j'ai vu. Peut-être que mon esprit était surchargé, j'en sais rien, mais ce dont je suis sûre, c'est que je n'oublierai jamais ce visage, ni ses yeux, ni ce que j'ai ressenti pendant cette unique minute de ma vie. Ça s'est passé le 25 janvier 2024 à Poverty Point, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en Louisiane. Le parc comprend plusieurs tumulus amérindiens datant de 3000 à 1100 avant Jésus-Christ et des ouvrages de terrassement semi-circulaires. Le plus haut tumulus mesure environ 6 étages et un escalier moderne permet d'accéder à son sommet. Je souhaite vous raconter les événements tels qu'ils se sont déroulés et partager mes pensées à ce moment-là. C'est une histoire vraie, c'est ce que j'ai vu. Je n'étais sous l'influence de rien, je faisais juste une pause. Encore une fois, je ne sais pas ce que ça a pu être, alors je vais le décrire comme je l'ai vu. Sur le coup, on ne réalise pas vraiment tout ce qui se passe autour de soi, et pour moi, rien n'a vraiment fait tilt avant que je sois de nouveau en sécurité dans ma voiture. Voici mon point de vue. De retour du Texas, après un déplacement professionnel, je me suis arrêté dans une station-service située près de l'Interstate, dans le nord de la Louisiane, à la sortie menant au site de Poverty Point, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. J'en avais entendu parler et après mûre réflexion, j'ai décidé de faire un petit détour de 15 minutes pour aller y jeter un coup d'œil. Le soleil commençait à se coucher et le parc était déjà fermé. Je ne savais donc pas à quoi m'attendre. Je roulais à travers des champs plats, le soleil couchant rendait le ciel absolument magnifique. À ce moment-là, j'étais content d'avoir choisi la route panoramique et de faire cette pause. En arrivant, je n'ai trouvé aucune barrière ni quoi que ce soit qui m'empêche de faire ma visite libre. Il n'y avait personne non plus. Ce parc est à des kilomètres de la ville la plus proche. Le calme y régnait donc. Le brouillard était épais et bas. C'était l'atmosphère idéale pour un moment de recueillement. Je me suis garé devant le portail du centre d'accueil, bloquant un peu l'allée. Mais comme il était fermé, je n'ai pas pensé que ça poserait problème. J'avais marché environ 5 minutes sur le sentier qui traverse le champ entre les terrassements lorsqu'une voiture s'est arrêtée derrière moi. Le conducteur est sorti et semblait inspecter ma voiture. J'ai cru que c'était un garde forestier qui me demandait de libérer l'allée. J'ai songé à faire demi-tour pour voir ce qui se passait et si je devais bouger, mais j'ai finalement laissé tomber et j'ai continué mon chemin. En suivant le chemin pavé, je cherchais l'escalier menant au sommet. Apparemment, il faisait trop sombre et je l'ai raté. J'ai fini par faire tout le tour du monticule avant de le retrouver enfin près de mon point de départ. La promenade était agréable. J'ai aperçu des tatous et d'autres animaux sauvages. L'épais brouillard créait une atmosphère particulière. J'avais l'impression de marcher parmi les esprits amérindiens. J'imaginais des gens vivant ici il y a 5000 ans et construisant ces structures monolithiques. Le monticule était assez haut, environ 23 mètres. La vue était absolument époustouflante. J'y ai passé une vingtaine de minutes à admirer les derniers rayons de soleil couchant. C'était presque une expérience spirituelle. J'ai remarqué une certaine réverbération dans la forêt, alors j'ai voulu la tester en lançant un bonjour. L'écho était assez long et semblait s'étendre sur des kilomètres. J'ai donc recommencé un peu plus fort. La nuit commençait vraiment à tomber et il était temps de reprendre la route. J'ai filmé une dernière vidéo du haut et j'ai commencé à redescendre les escaliers. À peine avais-je commencé à descendre que la forêt devint plus bruyante. Les insectes se mirent à bourdonner plus fort et l'atmosphère passa en l'espace d'1 minute du calme à un grésillement lourd.
Au bout d'une vingtaine de secondes, un animal se mit à hurler. N'étant pas descendu très loin, je remontai pour voir ce qui se passait. Pendant les minutes qui suivirent, j'entendis les hurlements de ce que je supposais être un coyote. Je pouvais presque situer précisément d'où provenait le son dans les bois en contrebas. Les hurlements étaient sinistres. On aurait dit un chien qui aboie, puis un hurlement long et puissant. Le soleil était couché, il ne restait que quelques lueurs avant la nuit. Au bout de 2 ou 3 minutes, les hurlements cessèrent et la forêt retrouva son silence. Je n'ai plus rien entendu de semblable. Ce n'était qu'une brève interruption au cours de ma promenade paisible. Après être enfin descendu du tumulus, plutôt que de reprendre le chemin principal, j'ai emprunté un sentier plus direct à travers une clairière entre les bois. Il faisait sombre, mais la lune brillait suffisamment. Je n'ai pas voulu utiliser ma lampe torche car je profitais de la nature et je ne voulais pas que les gardes du parc me remarquent au cas où ils seraient encore dans les parages. Même après ces hurlements, si je remarquais quelque chose d'étrange, je me disais que mes sens me jouaient des tours. J'ai cependant remarqué une chose. J'avais l'impression d'être suivi dans la forêt. Je l'entendais en marchant, mais cela cessait dès que je m'arrêtais. Je me disais simplement que c'était des tatous ou quelque chose du genre et je continuais mon chemin. J'avais dépassé la forêt et me retrouvais dans le champ ouvert entre ma voiture et moi. Ce champ n'est qu'un espace dégagé, recouvert d'herbes rases jusqu'à la route. Il correspond à environ 3 terrains de football de terrassement semi-circulaire, mais reste globalement plat. À une quarantaine de mètres de mon camion, une autre voiture arrive à ma gauche. C'est là que je l'ai vue. Je vais vous raconter exactement ce que j'ai vu et comment mon cerveau l'a interprété. J'ai cru apercevoir quelque chose du coin de l'œil dans le champ. Je regarde, il n'y a rien. Je continue à marcher, mais il me semble remarquer quelque chose à nouveau. Je jette un second coup d'œil et j'aperçois une petite silhouette sombre venant de ma gauche, à mi-chemin entre moi et la route. Je me demande si je ne rêve pas ou si ce n'est pas une ombre, mais ensuite je me dis non, c'est quelque chose de petit, un tatou qui court. Et là, ça grossit. Je me dis non, c'était un petit chien. Ça grossit encore, alors je me dis peut-être un gros chien. Il court parallèlement à la voiture comme s'il la poursuivait. Il grossit. Et puis ses pattes avant ne se posent plus, il se tient debout et court sur 2 pattes. C'est sûrement le garde forestier qui m'a repéré et il doit me faire une blague parce que je suis là après la fermeture et que je me suis garé en plein milieu. Ses bras restent le long du corps pendant qu'il court et il a l'air grand et presque stoïque. Il reste ainsi pendant environ 5 secondes, puis bondit en avant, ses bras se déploient et je me demande si c'est un kangourou. Il atterrit et court à 4 pattes. Mon cerveau passe en revue. Panthère, coyote, cerf-singe, pour essayer d'identifier ce que je vois. Cette silhouette continue de poursuivre la voiture. Il courait en écartant puis en repliant ses pattes avant et arrière. Il courait si vite et de façon si anormale. On aurait dit un tatou, mais maintenant c'était un singe panthère de plus de 2 mètres. Une autre voiture arrive par derrière. Les phares éclairent suffisamment la créature pour que je puisse distinguer sa fourrure gris brun, sa queue de loup et son corps longiligne, large mais musclé. Il courait toujours parallèlement à la route et poursuivait la 2e voiture dans l'obscurité. Cette rencontre a probablement duré une vingtaine de secondes, pendant lesquelles je suis resté là, un peu abasourdi. Qu'est-ce que je venais de voir? J'étais complètement déboussolé. Ça ressemblait à plein d'animaux différents, mais en même temps à aucun. Je suis presque sûr que l'hypothèse d'un garde forestier est à exclure. J'ai appelé ma cousine et je lui ai dit juste de rester en ligne 1 minute pendant que je rejoignais ma voiture. Il fallait absolument que je croie ce que je venais de voir, alors oui, j'avais besoin d'appeler une amie. Je n'avais pas vraiment ressenti de nervosité ni de peur jusqu'aux derniers 15 mètres qui me séparaient de ma voiture. Je me suis dit que si je devais être attaqué, c'est ici que ça se passerait. Je n'ai jamais été aussi content de voir les voyants de déverrouillage s'allumer. Je monte dans la voiture, je verrouille les portières et je dis à ma cousine. Je n'ai aucune idée de ce que c'était. Je lui raconte ce que j'ai vu, mais bien sûr, j'avais du mal à le décrire. C'était comme ceci, mais pas comme cela, mais un peu comme ceci, mais rien de comparable. Une sorte de kangourou singe, panthère, chien garde forestier. Ça a couru juste devant moi, et il y avait du brouillard, mais il n'y avait littéralement rien d'autre qu'un champ d'air plate entre ma voiture et moi. Mon prochain arrêt fut ma brasserie préférée à Vicksburg. J'ai donc eu beaucoup de mal à déterminer ce que cela pouvait être. J'ai même imaginé un troupeau de tatous bondissant formant des formes étranges. Sous sa forme finale, c'était bien trop gros pour être un coyote ou un animal plus petit qu'une grande panthère adulte. Cela ne ressemblait vraiment à aucun animal que je connaisse.
De retour chez moi, comme j'étais sur un site de tumulus, j'ai commencé à me renseigner sur les mythes amérindiens. Après avoir fait défiler un peu la page, j'ai trouvé un dessin qui ressemblait presque trait pour trait à ce que j'avais vu. Le site web indiquait qu'il s'agissait d'un skinwalker. C'est troublant à quel point un skinwalker correspond à mon expérience. Les terres amérindiennes, les hurlements, la traque dans les bois, la silhouette sombre se transformant en un petit animal, puis en une forme humaine, puis un grand animal poursuivant des voitures. Le rougarou, homme-chien de Louisiane, correspond mieux à la région qu'un squelette marcheur. J'ai trouvé une représentation qui ressemble beaucoup à ce que j'ai vu. Je suis presque convaincu que la légende du rougarou décrit bien une créature ou une entité métamorphe. Avant, je pensais que la théorie du Bigfoot interdimensionnel était absurde, mais maintenant, je pense que c'est la meilleure explication. Finalement, cela ne semblait pas faire partie de notre réalité habituelle. L'animal réel le plus proche sous sa forme finale serait un loup à crinière, mais il n'est pas originaire de la région. J'ai donc découvert que j'avais peut-être aperçu un skinwalker ou une autre créature mythique des Amérindiens de Louisiane. À vous de voir, je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, ce que j'ai vu était vraiment étrange.